Voilà, nous sommes donc à la rubrique Ça se discute avec nos chroniqueurs. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous, Todul. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Julien Otometi, bonsoir. Bonsoir, rendez-vous pris avec les téléspectateurs. Très bien. François Xavier, oui, je vous présente. Fidèle au poste. Bonsoir à toutes et à tous et fidèles au poste. Monsieur Soulé. Voilà, en application donc de la loi numéro 2019-44 du 15 novembre 2019 portant financement public des partis politiques ou conditions et modalités de financement public des partis politiques en application donc des dispositions de l'article 39 de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant achat des partis politiques en République du Bénin ont donc été clairement définis ce mercredi. 3 formations politiques, UP, BR et FCBE, ont reçu leur subvention au titre de la première tranche, exercice 2021, 1,5 milliard de francs CFA ont été répartis au siège de la Sénat. C'est une application donc de cette loi. Eh bien, Julio Tometi, en tant que juriste, c'est bien parti, c'est l'application même d'une décision prise en amont depuis le dialogue politique, les autres rencontres qui ont eu lieu. De toute façon, la loi est en application. Oui, pour moi, il est clair que quand la loi est en vigueur, elle doit être appliquée, quelles que soient les émotions que cela va engendrer. Parce que l'utilité de la réforme a maintes fois été expliquée, c'est pour, comment dire, travailler à ce qu'à l'autonomisation des partis politiques, pour que les partis politiques cessent d'être, comment dire, des propriétés privées. Mais quand on a dit ça, il faut aussi que, fondamentalement, quels sont les partis politiques qui peuvent prétendre à ce financement? C'est les partis politiques qui ont reçu, d'une certaine manière, qui ont atteint le seuil de représentativité, et donc qui ont reçu la caution populaire. Et donc, ça, c'est dans l'ordre normal des choses pour que cette loi, aujourd'hui, soit traduite en acte comme nous l'avons observé. Oui, Alphonse Moïse Soulé, oui, 1,5 milliard de francs CFA, une première partie à reverser aujourd'hui. Ça démontre de ce que aujourd'hui les textes sont mis en application et que les partis politiques doivent véritablement travailler. Oui, je crois que je faisais partie de ceux qui ont salué cette loi-là parce qu'il y avait au niveau des partis politiques un financement occulte. Personne ne savait d'où venaient les financements et ceux qui avaient l'argent de les partis politiques empêchaient les autres de réfléchir. Parce que quand vous n'avez pas l'argent mais dans le parti politique, vous n'avez pas droit à la parole. Donc il y avait des gens qui avaient de l'intelligence mais qui n'avaient pas les moyens. Mais c'est ceux qui avaient les moyens qui dirigeaient les partis politiques. Donc en prenant la décision de financer les partis politiques, c'est d'abord de leur permettre de jouer efficacement le rôle qui leur est dévolu, à savoir animer la vie politique. Donc désormais l'État a aussi un droit de regard parce que j'ai cru comprendre qu'en septembre, on avait dépêché une commission pour voir comment les partis politiques fonctionnaient, la gestion financière au niveau des partis, est-ce que les gens remplissaient les conditions qu'il fallait pour bénéficier. Je dis, c'est à saluer parce que la République a pris ses responsabilités. Et vous allez voir que désormais, il n'y a plus de tout puissant, d'indéboulonnable. Parce que, qui vous souviennent, avant la réforme du système partisan, les partis appartenaient à des individus. Les partis politiques appartenaient à un groupe d'individus ayant les moyens financiers pour dicter les lois. Donc, ceux qui n'avaient pas les moyens n'étaient pas les bienvenus. Aujourd'hui, l'État a pris ses responsabilités. Je crois que ces fonds-là sont destinés réellement au fonctionnement des partis, à savoir l'installation des sièges, des séminaires de formation, parce que les partis politiques doivent contribuer à l'éducation des masses, donc doivent former les gens à l'animation de la vie politique. On ne se lève pas, on ne s'improvise pas en politique. Il faut suivre des formations, il faut faire de la communication politique, marketing politique. Donc désormais, avec ce financement-là, les partis pourront vraiment rehausser le niveau du débat politique. L'essentiel pour moi, c'est que ces fonds alloués soient bien gérés et cela aille à ceux qui doivent en bénéficier. Oui, en attendant de parler donc de la gestion même de ces fonds, oui, il y a que déjà
le financement, certains partis politiques qui n'ont pas eu droit à cela, c'est une question de clé de répartition, c'est resté égal. Certains déjà doivent penser à comment faire pour à participer à cette clé de répartition, avoir droit donc à ce parti, à cette subvention. Oui, déjà le plus important pour eux, c'est d'être représentés. L'objectif doit être les 10%. C'est parce que le financement n'est que la résultante, n'est que la conséquence directe d'avoir franchi ce Rubicon des 10%. Donc l'objectif principal pour les partis qui n'ont pas pu être ni à l'Assemblée nationale, ni avoir des sièges dans les conseils communaux, c'est le seul objectif, au-delà de l'objectif politique. C'est l'objectif politique qui a une incidence financière, on va dire, si on peut le caricaturer ainsi. Donc ce qu'il y a à faire, c'est de mettre les stratégies en place pour les prochaines élections législatives, puisque c'est la prochaine échéance, pouvoir avoir un nombre de voix, le nombre de voix suffisant pour agréger les 10% et donc pouvoir être représenté au Parlement. Donc je pense que ça doit être l'objectif, s'ils tiennent quand même à toucher du doigt ce facteur. Oui, Julio Tometti, oui. Déjà, ça veut dire qu'il y a une recomposition de la classe politique. En tout cas, certains partis politiques seront certainement obligés de se fondre dans d'autres, d'être phagocytés par d'autres pour pouvoir atteindre les 10% et participer à la clé de répartition. Oui, c'est un peu malheureusement ce que l'on a reproché la réforme, à la réforme, la critique, notamment par rapport à la réforme, mais ça ne manque pas de pertinence. Parce que à l'analyse, dans le fond, on se dit que si l'écart est trop grand, si l'écart entre, le positionnement des partis politiques est trop grand, c'est-à-dire ça va faire que les plus forts demeureront davantage toujours forts et les faibles seront davantage faibles pour ne jamais accéder à ce seuil de représentativité. Parce que à estimer, par exemple, un parti politique qui a plus de 50% au Parlement et environ 45-49 dans les conseils communaux, se bénéficie, d'accord, donc c'est déjà une grande masse, d'accord, de sources de financement en termes de cotisation et de financement privé, puisque le financement privé des partis politiques aussi est admis. C'est le financement occulte qui pose quelque peu problème. Et que ceux-là, aujourd'hui, encore bénéficient, du financement public, ceux qui n'ont pas atteint le seuil de représentativité, donc, manque un peu trop de caution, d'accord, parce que qui est ce qui a un peu les moyens financiers pour accompagner, d'accord, ces partis politiques qui aujourd'hui restent quelque peu faibles dans la balance, je veux dire, au seuil des dernières élections. Et donc, c'est comme si, on renforce davantage le plus faible, le plus fort, en délaissant le plus faible. Donc, il y a toujours cette question d'équilibre. Mais on ne peut pas faire autrement que ce qui a été fait, parce que forcément, nous étions dans une philosophie générale. Cette philosophie qui consiste à amener, à faire disparaître, ou bien à amener les partis à être véritablement de grands ensembles pour ne pas continuer à être des partis politiques de villages, de quartiers, de rues ou de régions. Et donc, tel que vous le dites, c'est bien. Ça peut amener, d'accord, des partis politiques qui, quand à l'analyse par rapport aux échéances à venir, voient qu'ils ne peuvent véritablement pas. Donc, ça peut changer un peu la donne au sein du parti politique. Bon, nous l'avons murmuré plusieurs fois ici, qu'il y a un certain nombre de partis politiques qui gagneraient, peut-être même s'ils ne se fondent pas dans les grands partis politiques, à tout au moins se mettre ensemble pour renforcer davantage leur positionnement sur le plan national. Donc, ça peut amener à une sorte de recomposition. Et c'est en cela que je voudrais fondamentalement inviter les partis politiques d'opposition, d'accord, pour davantage se renforcer. Parce que l'opposition est davantage faible lorsqu'elle est divisée ou bien lorsqu'elle est éclatée en de micro-partis politiques. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est que les partis politiques d'opposition, puisque moi, en fait, c'est mon rêve, je l'ai dit ici hier, pour que l'activité parlementaire soit un peu plus animée comme nous l'avons l'habitude d'avoir. Donc, moi,
Je rêve d'avoir des partis d'opposition vraiment représentés au Parlement. Et pour que cela arrive, il faut qu'ils travaillent à être véritablement forts. Et pour être véritablement fort, qu'on le veuille ou non, c'est qu'il faut se mettre ensemble. Oui, Alphonse Moïse Soulé. Non, je crois qu'il a dit que les partis politiques forts vont rester davantage forts. Et les plus faibles sont davantage faibles. Je crois que hier, je faisais allusion aux différents tests de loi qui ont posé problème par rapport aux différentes élections. Je dis, si on veut que d'autres partis émergent, il faut revoir les lois. Et j'avais déjà plaidé sur beaucoup de plateaux pour dire, nous avons parlé de réforme du système partisan. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui que nous ayons encore 15 partis légalement constitués. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas avoir 15 philosophies politiques. Ce n'est pas possible. Je mets quiconque au défi de me dire que ces 15 partis politiques-là ont 15 philosophies politiques différentes. C'est d'abord à ce niveau qu'il faut régler. Et vous savez, l'opposition a du mal à se mettre ensemble parce qu'il y a un problème de leadership. Il y a un problème de leadership. Donc, je dis... avant que beaucoup d'autres partis n'émergent, c'est peut-être quand le chef de l'État en 2026 ne sera plus président de la République, parce que quand vous faites la lecture politique, quand vous êtes au pouvoir et que vous créez un parti politique, vous avez des adhérents. On a vu ça avec la Renaissance du Bénin quand Soglo était au pouvoir. Nous avons vu ça avec l'UBF au temps de général Mathieu Kérékou. Nous avont vu cela avec la FCBE au temps de Bouni Yahi. Actuellement, c'est le président Patrice Talon qui est là. Et les éléments de l'Union progressiste et du Bloc républicain lui sont fidèles. Mais à partir de 2025... Il ne faut pas oublier l'UDBN et Moël et autres. J'ai dit, ok, ces 4 partis, si vous voulez, lui sont fidèles parce qu'il est encore là, il a la possibilité de distribuer des postes de responsabilité, il a la possibilité de nommer, mais à partir de 2025, il y a le PAD que vous avez oublié. À partir de 2025, c'est qu'à partir de 2025, il y aura forcément, puisque le président Patrice Talon, selon les thèses qui régissent actuellement la Constitution, c'est que le chef de l'État ne peut pas faire un 3e mandat. Donc, les jeux sont ouverts et ça va poser un problème. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont quitter, renforcer d'autres partis, ainsi de suite. Mais je dis aujourd'hui, pour permettre l'émergence d'autres partis politiques, au-delà des 3 là, je suis d'accord avec lui, il faut que les partis se regroupent et que les gens taisent leur ego pour dire si nous voulons mener un combat politique, nous n'irons pas en rang dispersé. Deuxième chose, il faudrait qu'au niveau des tests, qu'on fasse un toilettage des tests. Parce que vous savez, c'est partout, hein, quand vous voulez éliminer quelqu'un et que vous avez, il n'est pas là où vous légiférez, vous lui faites ça correctement. Parce qu'il n'est pas là pour défendre son point de vue, il n'est pas là pour s'imposer et vous pouvez l'exclure à partir des lois. Et c'est ce qui se passe. Donc je dis... Non, les lois, ce n'est pas pour les partis politiques, c'est pour tout Béninois. C'est pour vous et moi, on peut devenir acteur politique. Donc, ça oui, donc je dis, mais quand vous êtes au quand pouvoir... vous avez fait la politique de la chaise vide, vous ne pouvez que vous en prendre à vous-même. Je ne dis pas... tu vois, je n'apprécie pas cette philosophie qui pense que les gens ont choisi délibérément de faire la politique de la chaise. Je dis aujourd'hui, c'est clair... Ceux qui sont là aujourd'hui, qui se constituent être mouvance, peuvent demain, après 2026, se retrouver dans la minorité. Donc, je dis, c'est la roue qui tourne. La roue qui tourne. Mais il ne faut pas légiférer pour le présent. Il faut légiférer pour l'avenir. Moi, je ne suis pas dans les partis politiques. Mais je dis, la première des choses, moi, je suis d'accord pour le financement des partis politiques, mais je dis, on devrait trouver encore un mécanisme pour encourager les partis légalement constitués. Non, je pense que je ne suis pas aussi pessimiste que vous. Parce que dans la position où ceux de la mouvance sont aujourd'hui, il faudrait réfléchir à 2 ou à 3 fois pour sortir de ces grands ensembles. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, parce que c'est toujours, disons, ce que vous avez décrit, c'est le propre de la politique. Il n'y en aura pas. Quand vous regardez en France, comment Macron a réussi à désintégrer tous les grands partis. Il a fait un rassemblement factice, mais sur le dos des grands partis qui étaient là. Donc c'est partout pareil. Et je ne pense pas aussi que le système partisan... Vous savez, quand vous prenez des pays comme la France, les États-Unis, les grandes démocraties, en Allemagne, vous entendez souvent 2 ou 3 ou 4 ou 5, 6 partis. Mais il y en a des centaines de partis politiques. On élections dans 2 jours. Oui, voilà. Il y en a des centaines de partis politiques. Mais seulement qu'au final, qu'il y a 100, 200, 300, au final, le seuil de représentativité règle tout. En réalité, c'est la même philosophie. En France, on connaît le PS qui est balbutiant, les Républicains, les Marcheurs, ceux de Mélenchon.
Mais à côté de cela, vous avez toujours le parti des chasseurs, vous avez les souverainistes, vous avez Le Front National. le Front, qui est devenu le Rassemblement National. Vous avez beaucoup de courants qui s'agrègent souvent sur les gros partis. Ceux qui sont qui se réclament de la droite s'agrègent sur les grands ensembles de la droite, mais au final, et bénéficient parfois même de leur financement. Mais au final, quand on va aux élections, ce sont les gros partis qui s'en sortent. Mais ça ne veut pas dire que vous, demain, vous n'êtes pas interdit de créer un parti politique, mais seulement que quand il faudra parler au nom du peuple ou être représenté, là, il faudra que vous prouviez votre ancrage national. Maintenant, pour en arriver à la question du financement, je ne pense pas que ce soit de si mauvais test que cela. Parce que ce qui est permis aujourd'hui, c'est que vous pouvez, comme ça se fait aussi dans les grandes démocraties, un parti qui a un projet de déploiement national peut aller voir des financiers privés en banque. C'est toujours comme ça que même les partis les plus puissants en France, les républicains font. Des partis peuvent aller contracter des prêts et l'adosser et ensuite rembourser dès qu'ils auront le financement. C'est permis par la loi tant que c'est traçable, tant que c'est justifiable. Donc progressivement, on va y arriver. Quand vous prenez aux États-Unis, en Grande-Bretagne, combien de personnes, combien d'hommes politiques, à part ceux qui sont sortis des affaires Mitt Romney il y a quelques années, mais même là, tout n'est pas permis. Vous êtes obligé d'avoir recours à des banques de financement, à des donations, ainsi de suite, pourvu que vous puissiez les justifier. Donc, je ne pense pas que tout soit fermé ou bloqué pour ceux qui n'ont pas la capacité aujourd'hui d'avoir accès à ces financements. Et il n'est pas dit que tout ce que l'UP a dépensé et le BA a dépensé, la FCBE a dépensé, toutes ces sommes-là sont venues des cotisations des militants. C'est pas certain. C'est pas certain. Et maintenant, ce qui peut être rassurant aussi, c'est que ces financements-là qu'on donne aujourd'hui, je pense que la loi le dit clairement, il y a des audits qui seront des sous-financements, un peu comme une entreprise qui dépose Alphonse son Moïse bilan. Voilà. Qui sourit non, j'ai aimé la démonstration de François Xavier. Mais je suis tout le temps, parfois je dors à 4h du matin parce que je suis de très près la politique française. Oui. Éric Zemmour, vous voyez comment il dépend de quel parti politique. On peut faire ça au Bénin ici. Éric Zemmour aujourd'hui en France, intention de vote 10%. Oui, vous dites la même chose que moi. Là, vous parlez de la présidentielle. La présidentielle, il ne vous est pas interdit de vous présenter. Mais Zemmour, il saute, il descend, il aura... D'abord, ça se dessine. Ce que je dis, il ira contracter un prêt privé pour pouvoir se présenter. Il n'a pas le choix. Ce qu'on parle de... Non. Ce que vous dites... Vous avez donné le mauvais exemple. Vous avez parlé de prêt. Vous savez... Si nous ramenons dans notre contexte politique aujourd'hui, écoutez, le système politique est verrouillé. Le système politique est verrouillé, disons les choses clairement. C'est-à-dire que... On ne parle pas de financement. Oui, nous allons, si vous permettez, vous voulez faire prêt à la banque. On a dit, on ne veut plus les financements occultes. Parce que tout à l'heure, vous avez dit... C'est pas occulte. Qui va donner celui qui va donner la caution. Vous savez, il y a une chose aujourd'hui que vous ne comprenez pas. Même si les gens ont l'argent aujourd'hui, tel que les choses se passent, personne n'accepterait, mais son argent a garanti pour l'argent pour le parti politique. Depuis qu'on lui demande où est-ce qu'il a trouvé l'argent. C'est clair, nous allons... Je voudrais préciser mon idée rapidement en disant ceci par rapport au financement des partis politiques. Vous savez, on ne peut pas mettre l'argent public à la disposition de n'importe qui. Pour moi, il ne suffit pas de réunir 15 personnes, d'accord, par commune, créer un parti politique pour dire nous allons prendre l'argent public. C'est pourquoi je dis la question de légitimation est très importante. C'est-à-dire un parti qui a été aux élections une fois a obtenu au moins 10% des suffrages. C'est une sorte de légitimation populaire. Et à partir de ce moment-là, il peut accéder au financement. Sinon, avec ce que vous l'avez dit, 15 partis politiques, on peut même en créer même une cinquantaine. Ce n'est pas les populations béninoises à partir de 18 ans qui manquent. Dans les 67 communes. Donc, on peut en créer autant qu'on veut. Mais quelle est la condition pour accéder au financement là? Donc, ça ne va pas forcément pas un tri. On peut discuter des lois, mais je suppose par exemple qu'on ramène 10% à 5%. Le problème se posera toujours parce qu'il y en aura qui ne franchiront jamais les 5%. Donc, le problème se posera toujours pour eux. Est-ce que vous pensez que la solution c'est l'autre question, et vous l'avez fait au cours de vos exposés, il y a la question de la gestion de ces financements.
comment est-ce que ça sera fait? Et le compte, c'est vrai que les tests l'ont prévu, mais il va falloir que les partis politiques s'en imprègnent véritablement dans la Justement, je voudrais dire rapidement quelque chose en nous fondant sur l'actualité récemment. Oui. Il y a dans un parti politique proche de la mouvance où un haut cadre, a démissionné la dernière fois. Le président du parti, en voulant faire ses récriminations avec l'intéressé, dit qu'il n'a pas cotisé, qu'il n'a jamais cotisé. Aujourd'hui, ici, je suis membre d'un parti politique, même si je ne cotise pas, je suis à même de réclamer des comptes. Parce que l'argent public est allé dans ce parti politique. C'est notre argent, nous, ça veut dire que tout le monde devient en ce moment regardant de ce qui se passe. Avant que l'État central, par ses mécanismes d'audit et de contrôle, ne puisse veiller pour faire les contrôles formels comme on en a l'habitude. Donc, à partir de ce moment-là, il y aura une gestion un peu plus saine, d'accord, des finances au sein des partis. Non, je suis même si, non, soyons sérieux un peu, même si l'État donne financement pour être membre d'un parti politique, pour être membre d'une association, d'un regroupement, il faut payer ses cotisations. Parce qu'on est d'accord que le financement public ne suffirait pas pour régler les problèmes du parti. Et on a fixé des quotas de cotisation dans tous les partis politiques. Mais j'estime que... Je ne demande pas de ne pas payer les... Non, mais si vous ne payez pas dans nos groupes, ceux qui savent de quoi je parle, dans les associations, quand on veut faire assemblée générale et que vis-à-vis de la caisse, vous n'êtes pas en règle, vous ne parlez pas. Parce que vous n'êtes pas membre à part entière. Vous n'avez pas rempli vos engagements vis-à-vis du parti politique. Ça, c'est le statut qui... Je dis une chose, hein. Moi, je ne suis pas contre le financement des partis publics. Au contraire, je l'encourage parce que ça va, parce que les gens utilisaient les partis politiques pour faire leurs affaires. Parce qu'on ne pouvait pas descendre au service de comptabilité d'un parti politique pour vérifier les comptes. Aujourd'hui, si vous prenez, moi je dis une chose ainsi, que vous prenez l'argent de l'État, vous faites yo-yo avec l'argent public, vous allez en répondre. Donc il faudrait que dans chaque parti qu'on mette sur place un mécanisme de gestion, pièce comptable à l'appui. Oui, de toute façon, la loi le dit. C'est par les partis qui bénéficient du financement public sont soumis au contrôle de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des finances. Ils ont une date limite, je crois, j'ai la loi sous les yeux, c'est le 30 avril de chaque année pour produire leur bilan à soumettre à la Cour des comptes. Donc le cadre formel est déjà... C'est comme toute société d'ailleurs. Voilà. Les règles de loi. Très bien. Nous allons, merci. De toute façon, les partis politiques ont déjà reçu le chèque. Vous pouvez créer un parti. Donc non, je n'en ai pas. J'ai pas besoin de. Non. Écoutez, nous travaillerons pour les 10%. Je dis une chose. On n'a pas. Parce que quand on fait la réforme, il ne faut pas que des gens qui n'ont pas de philosophie politique. Parce que je dis. Vous n'en avez pas? Moi, je ne suis pas un homme politique, mais quand les gens sont dans les partis politiques, ils ne connaissent même pas la philosophie politique du parti. Comme des moutons de Parnuge. On a suivi Tantampion de mon village, il dit qu'il a créé le parti. Vous avez vu la dernière fois, quand la crise au niveau du bloc républicain a commencé, on dit que quelqu'un a démissionné au nord, et puis tous ceux qui sont derrière lui sont partis. Ça veut dire qu'ils ne sont pas entrés dans le parti politique par conviction. Ils ont suivi leurs frères, ils ont suivi en griffe leurs bailleurs, ils ont suivi la main qui les nourrit pour aller au parti. Et une fois que la main qui les nourrit a décidé de quitter le parti comme des moutons de Parnuge, ils sont partis avec lui. Il faut que désormais, la réforme aussi passe par là. On n'entre pas dans un parti politique par mimétisme ou bien par singerie. On y va parce qu'on est convaincu. Si je vais par exemple avec François Xavier dans un parti politique et que je suis convaincu, s'il débarrasse le plancher, je reste. Je ne suis pas obligé de le suivre. Donc il faudrait qu'on arrive à cette étape où désormais que les gens fassent de la politique par conviction. Voilà, nous allons évoluer, si vous le permettez, et parler donc du second sujet, de l'affaire de fausses attestations de corruption. La douane dit Lacondi. Aujourd'hui, on en parle. La presse a relayé certaines informations. La chasse se poursuit. De gros opérateurs économiques sont interpellés dans cette affaire et qui, visiblement, ne datent pas de maintenant. C'est plusieurs années en arrière qui ont été... on a fouillé dedans pour voir ce qui se passe à François Xavier. Oui, de ce qu'on a pu lire aujourd'hui, disons, c'est un peu comme si l'interception qui a eu lieu il y a environ un mois, a ouvert un peu la boîte de Pandore. Je pense que il y a beaucoup de ramifications, il y a des fraudes qui existaient il y a belle lurette que l'administration douanière et l'inspection a pu mettre à nu.
Donc évidemment, c'est comme un fil d'Ariane qu'on déroule au fur et à mesure que l'enquête se poursuit. Il y a de nouvelles têtes qui tombent et peut-être que et sûrement que c'est une bonne nouvelle pour assainir quelque peu, en tout cas, ces milieux-là, simplement parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes encore un pays à budget essentiellement fiscal, même s'il y a des velléités de développement du secteur industriel. Donc il est important de sécuriser les ressources du pays. Donc cette lutte participe de la bonne lutte. Est-ce que c'est pour prévenir tout ce qui se passe aujourd'hui que le Conseil des ministres a décidé en tout cas, valider l'AOF de la direction des douanes et droits indirects il y a quelques jours au Conseil des ministres, Alphonse Maurice Soudé? Non, vous savez, moi, je suis content que les choses se dévoilent comme ça. Si vous avez, il y a parmi ce qu'on appelle des transitaires, des gens qui sont sérieux, qui font du bon travail, mais il y a d'autres, c'est spécialistes. Si vous achetez votre véhicule, vous achetez quelque chose que vous n'êtes pas vigilant. On a vu, j'ai vu, en temps là, on avait fait une opération, on a arrêté des caisses où les gens ont minoré les valeurs. Et quand les douaniers ont commencé par faire le contrôle, on a constaté que le transitaire n'a pas, il a trafiqué les papiers, il n'a pas payé ce qu'il faut payer. Donc si vous n'êtes pas vigilant, il vous prend l'argent normal, mais il va faire autre chose. Je crois qu'il faut désormais apprendre aux gens à respecter les lois et les principes qui régissent. Moi je dis, s'il y a une loi dans un pays que vous n'appréciez pas, vous n'opérez pas avec cette loi. Mais si vous devez opérer avec cette loi, vous respectez dans les normes. Non, vous ne pouvez pas opérer, vous allez dans un autre pays. C'est ce que je dis. Si vous ne pouvez pas opérer avec la loi qui existe et que vous pensez que vous pouvez contourner la loi, si on vous prend, vous allez répondre de vos actes. Je dis que ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Quelqu'un m'a dit, mais écoutez, les transitaires sont comme les opérateurs économiques, ils ne payent pas tous les impôts, ils savent contourner la loi. Les transitaires aussi savent contourner ce qui est là. Je dis désormais, on est en train d'assainir le milieu. On est en train d'assainir le milieu et c'est un truc qui date depuis des jours, depuis des années. Il y a des gens qui sont habitués à faire du faux avec la République. Je dis, si c'est ce qui appartient à nous tous et que des gens pensent qu'ils peuvent s'en mettre plein les poches, ils peuvent contourner les lois de la République. Quand on vous met la main dessus, vous payez pour vos péchés. Moi, je ne défends même pas quelqu'un qui a volé l'argent de la République, quelqu'un qui a triché avec les lois de la République, si on le prend, il répond de ses actes. Moi, je ne défends pas ces gens-là, parce qu'ils savaient que la loi existe, mais ils ont choisi délibérément de contourner la loi. Et tout le temps, ils ont eu certainement dans le système des complices. Ils ont eu des complices et puis bon, ça continue. Malgré tout, je vous ai dit la dernière fois, en début de tout ce qu'on est en train de faire dans la lutte contre la corruption, il y a encore des gens qui ont le culot de toucher aux deniers publics. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont nés pour ne jamais respecter les lois qui régissent un pays. Si quelqu'un contourne la loi, si on lui met la main dessus, il va séjourner là, il doit séjourner. Très bien. Oui, Julio Tometti, cela découle de ce que nous avons certainement vu ces derniers jours où Civil a été nommé à la tête de la direction des douanes et droits indirects. Et donc, c'est peut-être pour donner plus de visibilité. Nous saluons nos amis, nos compatriotes, les disciples de Saint-Mathieu qui travaillent pour la République. Mais aujourd'hui, c'est un civil et beaucoup s'interrogent. Oui, il faut commencer par dire que au niveau de la douane, les mécanismes de fraude sont tellement diversifiés qu'on en découvrira toujours. Je ne sais pas. Au niveau de la douane, oui, non, quand je dis au niveau de la douane, je mets dans le même bateau tous les acteurs, les douaniers, les transitaires, les opérateurs économiques, je mets tout le monde dans le panier. Les mécanismes de fraude sont tellement diversifiés qu'on continuera à en découvrir si les investigations continuent. Quand j'ai eu la nouvelle de la nomination d'un civil à la tête de la douane, j'étais étonné comme tout le monde, mais on m'a, comment dire, comme réflexe de jurer, je me suis dit, mais quels sont les tests qui organisent la douane? Je me suis référé à l'AOF, à l'article 4 notamment, qui permet qu'on peut nommer un inspecteur de la douane comme on peut nommer un civil. Il faut tant que entre soit le DG ou le DG adjoint, il faut que l'un soit inspecteur des douanes. Donc si
cet élément est réglé, bon, mon problème, il n'y a plus de problème. L'autre chose, je me suis questionné, est-ce que le gouvernement était fondé à prendre un tel décret? Il n'y a aucune loi de la République qui l'interdit. L'exécutif dispose de l'administration et il en fait selon la clairvoyance qu'il a en ce moment. Et nous osons croire que cette façon d'amener ce qu'on peut appeler un homme nouveau, qui ne soit pas de la maison. Quelqu'un a dit, qui n'est pas tout à fait nouveau, mais qui maîtrise bien les finances. Moi, j'ai eu peur un peu parce que, en me référant à Nat Gates, c'est comme le monsieur tout-puissant qui vient déterrer tout. Donc je me suis dit, bon, on doit s'attendre à tout cas, parce qu'il faut le rappeler aux téléspectateurs, c'était le directeur général par intérim Mais avant ça, il était à la CCB. Voilà. Il est passé par la CCB pour la NAT. Il avait une mission. Oui, mais c'est ce que. Donc, comme il avait une mission aussi à la NAT, je mets l'accent sur la NAT parce que, bon, ça a nourri un peu l'actualité par rapport à ce que tous nous savons. Donc, c'est comme un nouvel homme. Et donc, il n'aura pas froid aux yeux, d'accord? Il n'a pas de précédent, il n'a pas de lien affectif, financier avec les acteurs. Et donc, c'est quelqu'un qui peut avoir fondamentalement la main libre pour travailler, fouiner partout où besoin sera. Donc, ça en va de la qualité de la réforme des régies financières qui a été entamée depuis environ 6 ans. Et donc, ça nous avons bon espoir que ça continuera et que, bon, tout ce qu'il y a sous terre sera connu. Mais l'autre revers, c'est que, il faut le souligner, c'est toutes ces réformes-là qui nous met un peu à mal. Parce que ça se rejaillit un peu sur l'économie en général. C'est pourquoi il y a certains qui ont estimé que nous avons l'habitude de fonctionner sur de mauvais agrégats, sur de faux agrégats. Sur de faux agrégats, simplement parce que les choses ne sont pas en ordre. Il y a les questions de concurrence, ce qui doit rentrer, supporter telle tasse a été moindre, la personne vient donc, il acquiert sa marchandise à moins de prix, donc il peut rapidement liquider et bon, continuer son affaire. Avec les réformes qui sont en cours, il y a beaucoup qui ont laissé les activités. Ça veut dire que quand beaucoup laissent les activités, parce que nous ne pouvons plus supporter les nouvelles ordres, il y a rareté sur le marché. Quand il y a rareté, les prix vont forcément grimper. C'est dans l'ordre normal des choses. Donc nous avons à travailler pour équilibrer. Nous allons continuer à en souffrir, mais je pense à un moment donné, ça va finir par s'équilibrer, les habitudes vont prendre et nous fonctionnerons vraiment sur, la base de ce que nous vivons et les chiffres reflèteront la réalité. Oui. Non, je crois que c'est un technocrate. C'est que dans l'entourage du chef de l'État, il y a un certain monsieur qui a la faculté d'aller détecter les personnes capables de faire le travail. Et vous savez bien que... non, vous suivez le pays. Donc, il y a un monsieur qui... Je dis une chose, moi je suis d'accord pour les réformes. C'est vrai que la OEF demande qu'on nomme un civil. Bon, qu'on peut nommer civil et que son adjoint, il faut rappeler que pendant longtemps, le DG qui est parti n'a pas eu d'adjoint. M. Saka n'a pas eu d'adjoint, il n'y a pas eu de DG à la douane. Je dis l'essentiel, si on peut faire des réformes et ramener dans la caisse de l'État beaucoup d'argent, d'accord, parce qu'il ne faudrait pas que les nouvelles réformes doivent être respectées par tout le monde. Si les réformes doivent rapporter de l'argent dans la caisse du pays et en profiter à tout le monde, moi je suis d'accord. Donc je dis, il a fait son expérience au niveau de la CCB parce que il est venu, il a nettoyé la maison. Il est venu au niveau de la NAT, il a nettoyé la maison. Les gens, dans l'imagerie populaire et sociale, on reprocherait aux douaniers d'être riches. On a déjà commencé par dire, il va venir mettre en place un nouveau système. Je dis, l'essentiel, c'est que les réformes puissent prendre en compte tout ce qui se fait. Que les réformes profitent à tout le peuple. Il ne faudrait pas que, quand on va faire les réformes, que certains soient privilégiés au détriment d'autres. Donc je dis, si les réformes serviront à assainir nos finances publiques, pour que désormais nous ne soyons pas régulés sur le marché financier pour faire des emprunts, tant mieux pour le pays. Très bien. Alors, François Davignon. Non, je me dis qu'en regardant, je ne connais pas, en regardant le profil de l'intéressé, il y a de quoi faire frémir, parce que
c'est un spécialiste patenté des questions financières qui a traîné ses guêtres un peu partout, expert comptable, cabinet d'audit, Banque mondiale, où il était le principal spécialiste des questions financières pour le Togo et le Bénin. Il a participé à la fusion de la régie, l'office l'office du Trésor, en tout cas le compte unique pour le Trésor au Togo. Donc il a participé à remettre sur pied la CCIB. Donc il s'occupait déjà depuis, il chapeautait le département de la gouvernance et des réformes financières, je crois, au bureau d'analyse et d'investigation, le BAI. Donc c'est où il y a la présidence. Donc en fait c'est quelqu'un qui a au fait. C'est pourquoi je dis qu'il y a un monsieur là-bas qui détecte les talents. Oui, certainement. Apparemment c'est un vrai talent puisque partout où il passe, je pense qu'à la CCIB, personne ne s'est plaint. À la NAT, il a peut-être fait découvrir le poteau rose. Donc on peut se réjouir du fait que c'est un serial réformateur qu'on a mis à la tête de la douane. Je ne pense pas que ce soit pour punir tel ou tel, mais bon, c'est pour mettre la maison en ordre. Et je pense aussi que peut-être que c'est ce qu'il faudra pour que nos entreprises soient pour le moins bien gérées. Je ne sais pas si c'est à cause des dernières, de tout ce qui a été découvert en tant que, je ne sais pas si c'est ça que le désormais ex-directeur général de la douane a payé, mais peut-être que c'est une question de responsabilité, que si ça rentre dans le fonctionnement de nos institutions et de nos entreprises, ça pourrait être bien pour en tout cas l'assainissement de la gouvernance de surtout les régies financières, où quand vous êtes directeur général, ça ne veut pas dire forcément que vous participez aux défaillances ou aux détournements, mais quand ça se passe, ça se produit à une certaine hauteur, à un certain niveau, vous en payez les conséquences. Vous êtes responsable, pas forcément coupable. Pas forcément coupable. Donc je pense que peut-être que si c'est une vertu à cultiver pour que ça puisse être implémenté au fur et à mesure dans tout ce qui touche de près ou de loin à la gestion publique. Donc de toute façon, il y a eu le précédent à NAT. Je ne pense pas que ce soit l'État n'attend pas forcément qu'on aille faire une découverte de cette ampleur-là, mais que la maison soit bien gérée. Comme c'est un spécialiste, je pense qu'il ne sera pas trop étranger à cet univers-là. C'est vrai que c'est un univers corporatiste. Vous avez dit les disciples de Saint-Matthieu. Je pense que nous aimons aussi tous Saint-Matthieu. Donc voilà. Je ne pense pas que l'objectif soit de faire mal aux douaniers ou bien de... Oui, parce que de toute façon, on a besoin d'eux. Certains sont... Il faut un travail. Oui. Monsieur Souria a rendu témoignage la dernière fois. Il faut un travail parfois très dangereux. Donc je ne pense pas que l'idée du chef de l'État soit de les mettre, de les clouer au pilori, mais de rendre la maison on ne peut plus performante. Au fait, c'est ce que beaucoup pensent. Oui, non, moi je dis, c'est pourquoi je dis, il faut faire les réformes. Pas une chasse aux sorciers. Aux sorciers, moi j'ai compris. Vous savez, ce qui s'est passé à Nat, quand on a parlé des véhicules, c'est ça qui me chagrine parfois. On n'a plus la suite. Quand on a cité les plaques, on n'a plus la suite. Qu'on nous rende compte au moins de l'opération, parce que les gens ont demandé, on a donné un délai à ceux qui étaient dans le faux de se mettre à jour. On devrait rendre compte au peuple, dire par rapport au tel nombre de véhicules qu'on a épinglés, non, on n'en parle plus. Vous savez comment ça non, fait? vous n'êtes pas dans les secrets. Non, le travail continue. Je vous en prie, son temps, Théodule. Quand ça commence... Moi, j'ai une bribe d'information. Quand ça commence... Oui, mais je dis, je suis d'accord. Les réformes peuvent servir à renflouer les caisses de l'État. Moi, Alphonse Moïse-Soulé, je suis preneur. Et les réformes doivent s'imposer quand on vient dans un service. Par exemple, à la NAT, on a fait des réformes. Ça doit s'imposer à tous les usagers. Moi, c'est comme ça. Si on va à la douane, on fait des réformes, il faut que ça s'impose à tous les usagers. Personne ne doit plus être avantagé que l'autre. Donc, je dis les réformes, c'est pour mettre tous les Béninois au même niveau. Si vous allez devant la loi, vous allez pour faire vos formalités, vous subissez tout ce qui est prévu. Donc, si les réformes peuvent permettre à mon pays d'être bien vu à l'extérieur, si les réformes peuvent permettre au Bénin de renflouer ses caisses, si les réformes peuvent permettre au Bénin de ne plus être fréquent sur le marché financier, moi je dis bravo. Oui. Julien, être fréquent sur le marché financier, ce n'est pas un problème en soi.
pas un problème en soi. Le problème, c'est pas la dette, c'est l'usage de la dette, c'est la qualité de Voilà, la dette. tous les pays, les pays avec des économies stables sont sur le marché financier. Bon. Et être sur le marché financier, même, c'est un gage même de stabilité lorsque vous arrivez à lever des fonds. C'est un peu comme si vous dites, que souvent ce que les gens ne comprennent pas, c'est un peu comme si vous dites, il serait souhaitable que les opérateurs économiques se financent sur fonds propres. Alors là, les banques vont fermer et beaucoup de gens seront au chômage. Parce que, si, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Non, on s'endette davantage. On s'endette davantage. Oui, mais il y a des opérateurs économiques à un certain... Les entreprises de BTP qui financent des projets à coût de milliards, ne me dites pas qu'ils ont des fonds propres. Et à fonds propres à cette hauteur. Il y a encore des entreprises de BTP qui financent ça. Je ne sais pas. Ça, c'est une parenthèse. Merci à vous, chers chroniqueurs, pour ces moments d'échange, d'analyse de l'actualité politique sur ETélé. Nous avons parlé, bien sûr, du financement des partis politiques, des 1,5 milliard mis à la disposition désormais de ces 3 partis politiques qui répondent donc, qui sont élus à ce financement. Julio Tometi, nous avons fait le tour du plateau rapidement et pour congé. Oui, non, toute l'actualité ces derniers jours, notamment sur les questions, bon, c'est fondamentalement sur les questions financières, parce que le financement des partis politiques, et la question de la douane, c'est purement financier et tout. Donc, en fait, le Bénin est toujours, la gouvernance béninoise actuellement n'a pas encore dévié du chemin qu'elle a tracé depuis 2016. Et c'est simplement ce qu'il y a à retenir. Donc, nous travaillons en toute responsabilité à assumer les charges que le peuple béninois a confiées. Et donc, en essayant de déblayer quelque peu le terrain, d'accord, d'assainir les milieux, puisque en général, c'est de ça qu'il est question, c'est l'assainissement, aussi bien au niveau des partis politiques que de la douane, au niveau des autres régies, c'est une question d'assainissement, pour que le jeu à tous les niveaux soit un peu plus clair. Et je pense fondamentalement, tout cela va faciliter aussi un peu le travail de cette institution, de cet organe-là, nouvellement créé, la Cour des comptes, qui aura du travail. Et donc, quand nous allons voir les rapports de la Cour des comptes, ça ne peut être que des rapports salutaires pour montrer combien aujourd'hui le Béninois est sérieux en termes de finances, en termes de bien public, combien nous avons de respect pour le bien public, et c'est à notre bénéfice à tous. Très bien, oui. Oui, je dis, si les Béninois sont convaincus et trouvent l'opportunité des réformes, ils y adhèrent. L'essentiel pour moi, c'est que toutes les réformes initiées passent par tous les secteurs de notre économie et que ces réformes-là permettent à notre administration d'être davantage performante et que, bon, nos régies financières puissent se réveiller. Et je crois qu'il faut que ces réformes-là, comme je l'ai dit, passent dans tous les secteurs, notamment le secteur foncier, un peu partout, parce que on a... je ne dirais pas, il y a les mauvais garçons de la République partout, donc il faut que ces réformes-là permettent à l'État béninois de déceler ces mauvais garçons de la République qui pensent que, bon... Pourquoi vous genrez la question? J'ai dit, non, les mauvais garçons de la République. Donc, pourquoi les mauvais... Non, je dis, laissez-moi mon expression. Laissez-moi mon expression. Si les réformes-là peuvent permettre à l'État béninois de déceler les mauvais garçons de la République qui pensent qu'ils peuvent confondre le bien public au bien individuel, tant mieux. L'essentiel, c'est que les Béninois ressentent dans leur quotidien les fruits de ces réformes, que les Béninois ressentent dans l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail les fruits de ces réformes. Heureusement que souvent les mauvais garçons le font opèrent comme ça pour les mauvaises filles de la République. C'était ma conclusion. C'était votre conclusion. Et nous disons félicitations à notre ami Julio Tometi. Oui, je vous laisse... il faut qu'il dise à nos amis téléspectateurs. Mais merci Todul Moussa. J'ai eu l'honneur hier, dans la journée d'hier, d'être honoré au thème des journées nationales de la médiation organisées par le CAMEC-CCIB. J'étais participant lauréat concourant au prix de la médiation professionnelle, de la médiation commerciale. Donc, au thème des prestations
j'ai reçu le 3e prix. D'accord. Je voudrais, par cette occasion, féliciter le CAMES TCIB et tous les organisateurs. Bon, est-ce qu'il faut dévoiler le prix? C'est un trophée. Non, dévoiler simplement le trophée. Le reste, vous avez reçu le 3e prix, c'est le plus important. Et bien d'autres choses. Il faut dire merci. Il faut dire merci à madame qui vous a soutenu tout le temps. Ah oui, elle a été la première à m'embrasser hier quand j'étais rentré. C'est important. Voilà, merci donc, félicitations à vous, Julio Tometti, bon courage pour la suite. Merci. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes donc, merci pour votre attention, un très bon week-end à vous tous.